Je commencerai par une phrase, je vais me citer pour être un peu prétentieux pour commencer, mais j'ai eu l'occasion de débattre de ce rapport avec Jean-François Copé, donc le secrétaire général de l'UMP, dans un interview qui est dans l'Express d'aujourd'hui sur ce sujet-là. Et je commence en disant que les pays qui, en Europe, développent le mieux le dialogue social, ce sont les pays qui conjuguent le mieux développement économique ou performance économique et satisfaction sociale. Donc je vais dans le sens de la citation que vous avez prise d'Henri Lachmann pour dire au moins sur ce sujet-là, on commence déjà par un point d'accord tous les deux. Et je pense que c'est un élément important parce que c'est aussi ces pays-là, et peut-être ça va être un des éléments du débat, c'est aussi de ce pays-là où il y a la syndicalisation la plus forte. Donc globalement, en faisant ce constat qui est rapide, on peut se dire, est-ce qu'une des difficultés, aussi une, parce que ce n'est pas la seule, comment dirais-je, la performance économique de notre pays, c'est pas, je dirais, un manque effectivement de dialogue social où on ne perd pas trop de temps, je dirais, dans le conflit plutôt que le gagner par en réussissant de construire des réponses aux problèmes qui sont devant nous. Donc voilà, déjà en introduction, c'est un élément important. Donc le fait de faire ce rapport par l'Institut Montaigne va dans le sens de cette remarque et je trouve ça déjà positif. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais aussi dire qu'il faut aussi faire attention de donner l'image que le dialogue social n'existe pas dans notre pays. C'est faux. Alors, il n'est pas aussi efficace de ce qu'on voudrait bien dire, mais le dialogue social existe. Il n'est pas atonique. Que ce soit au niveau interprofessionnel, que ce soit au niveau des branches ou au niveau des entreprises. Juste quelques chiffres, hein, je reviendrai au niveau interprofessionnel. Il y a eu plus de 1000 accords de branche en 2010 et il y en a eu 67 000 d'entreprises. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à la remarque qui était faite, plus de la moitié des accords d'entreprise sont signés par des représentants du personnel non syndiqués. Hein. Donc déjà, par rapport au rapport, ça veut dire que ce dialogue social aussi avec les représentants du personnel non syndiqué existe dans notre pays d'une façon importante. Donc une production importante. Au niveau interprofessionnel, je pense qu'on pêche beaucoup par visibilité de ce qu'on fait plutôt que par difficulté de faire. Alors, on peut toujours être très critique sur des éléments, ou critique, mais quand même que lorsqu'on va faire le bilan de ce quinquennat, je pense qu'on pourra dire que certains des éléments qui vont être valorisés dans le discours politique, ce sont des éléments qui viennent directement de ce que font les partenaires sociaux. Je cite un député qui récemment, devant moi, disait à des gens qui l'interrogeaient, « Mais messieurs, mesdames, nous avons amélioré le système d'assurance chômage ces derniers temps. » J'ai dit, attendez, ce serait quand même intéressant de dire que c'est les partenaires sociaux qui l'ont amélioré et que si aujourd'hui il y a une meilleure indemnisation, en particulier des emplois précaires, c'est parce que les partenaires sociaux ont fait. Hein. Donc il y a, alors j'en cite quelques-uns, hein, l'accord modernisation du marché du travail, je sais qu'il a été critiqué, mais la rupture conventionnelle est un élément important, en particulier avec tout ce qui va avec, les indemnités de licenciement, le maintien de certains droits en cas de rupture du contrat de travail, c'est des éléments. Après un accord sur la formation professionnelle avec la création d'un fonds de sécurisation des parcours pour mutualiser des moyens, les mesures qu'on a obtenues et discutées pendant la crise, là que c'était avec le gouvernement, je pense le fonds d'investissement social, qui était, je dirais, réagir pendant une crise et essayer de faire un peu comme les Allemands ont fait, mais malheureusement, alors là pour le coup la complexité du fonctionnement en France a fait qu'on a eu des difficultés de le mettre en œuvre. J'ai dit l'assurance chômage, retraite complémentaire, récemment des accords sur l'emploi des jeunes et je pense aussi à l'accord sur la fusion de ce qu'on appelait CRP-CTP pour l'accompagnement des salariés en licenciement économique et d'autres négociations qui sont ouvertes et qui j'espère aboutiront d'ici la fin de l'année sur les institutions représentatives du personnel. Le paritarisme c'était cité. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments qui se font, des éléments qui sont positifs, même si je peux reconnaître qu'il y a des défauts, il y a inévitablement des insuffisances, mais je pense qu'il y a des éléments importants. Mais pour revenir à cet accord, à ce dialogue avec Jean-François Copé, c'est pas parce que c'est Jean-François Copé, mais c'est que c'est l'approche politique de ce truc, c'est de dire moi je suis prêt à faire évoluer le dialogue social pour qu'il y ait plus de place, mais à condition que je décide tout seul de la norme et que vous mettiez en place ce que j'ai décidé. Et en gros, le débat que j'ai eu avec ce politique, qui est représentatif des politiques, j'aurais le même avec certains politiques de gauche, c'est de dire, je suis d'accord pour que vous ayez plus de dialogue, mais c'est moi qui décide de l'essentiel, et c'est vous qui décidez de l'application de l'essentiel. C'est-à-dire, je dis la norme, et vous appliquez la norme. Et en plus, vous appliquez la norme directement dans l'entreprise, ce qui veut dire que globalement, et là, on est face à la grosse difficulté française sur l'acceptation des politiques de pouvoir donner de l'espace au dialogue social. Alors, par rapport à ça,
pour aller vite, vous l'avez dit, il faut quand même tenir compte qu'on a comment dirais-je, passé une marche très importante ces dernières années. Alors, je dirais même deux marches. D'abord, la loi Larcher de 2007 qui normalement donne la primauté au dialogue social sur la loi dans un premier temps, en tout cas dans le temps, qui est un élément très important, qui était plutôt bien respecté par le président Sarkozy au début de son quinquennat, qui est un élément fondamental, mais aussi la loi sur la représentativité. Et je pense que le rapport, il pêche un petit peu par, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'on voudrait qu'un siècle de difficultés de dialogue social évolue en un an. Et que les défauts qu'on n'a pas réussi à évacuer pendant un siècle, avec cette réforme de la représentativité et la loi Larcher, on les bouscule en un an. Non, c'est un élément fondamental, vous l'avez dit, la CFDT a été... Alors, que ce soit une position commune et autre, je peux vous dire, c'est une remarque de juriste, l'important c'est que ce soit une position commune, que ce soit une délibération commune, une négociation, l'important c'est que ça change les choses. Peu importe la façon, l'important c'est de le faire. Et ça, c'est une marche qui est importante, même si... et ça a créé le principe de l'agenda social, partagé avec le gouvernement, proposé par le gouvernement ou proposé par les partenaires sociaux. Et je pense que sur la méthode, c'est quelque chose sur lequel il faut laisser s'installer dans le temps. Je conclurai, pour ne pas être trop long et essayer de rester dans le débat, de dire maintenant il faut de nouvelles étapes. Il y en a dans le rapport. La première, c'est... moi, je partage l'idée qu'il faille inscrire un acte fort dans la Constitution. Je sais très bien que c'est pas en changeant les choses. Je ne veux pas changer la Constitution, mais déjà, la France est un des rares pays européens à ne pas avoir une reconnaissance des partenaires sociaux et de leur rôle dans la Constitution, c'est-à-dire dans la loi fondamentale. Ça existe en Espagne, ça existe en Allemagne, ça existe un peu partout, ça n'existe pas en France. Et la reconnaissance du fait du dialogue social est un élément important. Alors après, il y aura la mise en œuvre sur laquelle il faut discuter. Deuxièmement, aller plus loin sur la loi Larcher, sur le dialogue social, c'est-à-dire éviter ce qui est en train de se passer d'ailleurs actuellement au Parlement, c'est-à-dire que le gouvernement qui ne veut pas respecter ce principe de négociation passe par des propositions de loi parlementaires, ce qui fait qu'on est en train je dirais, de transgresser cette loi, mais surtout, je dirais, de modifier par petits bouts les réglementations dans le droit du travail par des simples amendements à des propositions de loi parlementaires qui a une vraie difficulté pour avoir je dirais, quelque chose dans le temps. Et enfin, par rapport à vos propositions, mettre fin au fait qu'il y ait des lois d'une façon pléthore, c'est-à-dire définir un espace pour les partenaires sociaux, je suis d'accord. Je suis en désaccord avec le rapport sur la proposition de faire du Conseil économique et social et environnemental un espace de négociation sur les éléments plus sociétaux, d'autant plus que les éléments sociétaux qui sont cités sont de l'ordre du malaise au travail, du stress, des harcèlements et compagnie. Et il me semble que c'est des sujets sociaux amenés à la négociation et qui posent un problème de la représentativité d'une grande partie des acteurs du Conseil économique et social, qui, je rappelle, sont en partie désignés par le gouvernement dans le terrain politique, ce qui veut dire que cette instance n'est pas représentative de la société civile. Accord avec le principe de reconnaître les compétences acquises dans le mandat syndical pour permettre un turnover entre mandat syndical et activité professionnelle. Et enfin, développer la syndicalisation. Alors là-dessus, très rapidement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de dialogue social, donc pas assez d'importance donnée au rôle des syndicats, qu'il n'y a pas assez de syndiqués, ou est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués, qu'il n'y a pas assez de dialogue social? Je pense qu'il faut sortir de ce sujet-là. Alors, développer le chèque syndical, ok, on rentrera dans les détails. Les services aux adhérents, c'est un objet de la CFDT et on va dans cette démarche-là, mais évitons de tomber dans la caricature de syndicats qui sont assistés financièrement et sans adhérents, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire des partis politiques, je vois que les Verts, par exemple, je ne veux pas de mal aux Verts, mais ils viennent de se féliciter qu'ils ont eu 15 000 personnes qui ont voté à leur primaire. Je rappelle que la CFDT, elle toute seule, a plus d'adhérents, elle toute seule, que tous les partis réunis en France ensemble. Donc je pense qu'il y a le fait de l'adhésion qui n'est pas un fait français. Donc arrêtons, parce que dire les organisations syndicales sont assistées financièrement, ce qui n'est pas vrai pour la CFDT en particulier, c'est de ne pas reconnaître une forme de difficulté et spécificité française. Posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que la participation et l'adhésion? Moi, je voudrais défendre la thèse que le dialogue social est
à la fois un outil de compétitivité pour les entreprises et un outil de progrès économique et social pour ceux qui sont chargés de créer des richesses. Et que nous sommes actuellement dans un dialogue social, et je reprends ce que je disais à Reims ou dans les Ardennes il y a 10 jours, nous sommes dans une espèce d'archaïsme du dialogue social. On ne reconnaît pas le fait syndical. Quand vous regardez les tailles d'entreprises, par exemple, le nombre d'entreprises de 9 personnes pour éviter d'être à 10 et d'avoir un élu, le nombre d'entreprises de 49 personnes pour éviter d'être à 50 et d'avoir un comité d'entreprise, quelque part, ça révèle, et vous mettez la responsabilité où vous voulez, une absence de reconnaissance du fait syndical et du fait de représentativité, et surtout le fait qu'on doit pouvoir progresser ensemble. Donc, pour moi, le dialogue social est un élément positif, est un élément de progrès. Alors, clairement, il y a des domaines dans lesquels il y a des conflits d'intérêts, mais le socle du progrès d'entreprise peut venir du dialogue social. Comment se fait-il, vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, que nous considérions toujours en France que la variable d'ajustement à une détérioration de la conjoncture ou à une réduction du chiffre d'affaires soit les effectifs, et que nos amis allemands reconnaissent que la variable d'ajustement, ce sont les coûts salariaux. Donc, vous avez eu en France, pendant la crise, beaucoup de licenciements et beaucoup de réductions d'effectifs, ce qui casse le lien social, en absence de dialogue, bien entendu. Côté allemand, on a réduit les horaires, on a parfois réduit les salaires, il y a eu des subventions des États régionaux ou fédéraux, mais quelque part, la variable d'ajustement a été le coût salarial. Dans un bilan ou dans un compte d'exploitation d'une entreprise, vous n'avez pas les effectifs. Vous avez des coûts et des revenus. Donc, quand les revenus diminuent, faisons en sorte que les coûts diminuent, mais pas systématiquement les effectifs. Il faut clairement que l'on fasse la pédagogie des faits et qu'on explique que flexibilité n'est pas synonyme de précarité, que rigidité n'est pas synonyme de sécurité. Donc, je crois que l'absence de dialogue constructif et la non-reconnaissance du fait syndical est un frein à notre compétitivité. Je vous donner un dernier exemple que j'ai d'ailleurs déjà donné à François Chérec. J'avais été avec deux amis chargés d'un rapport pour François Fillon sur les risques psychosociaux que nous avons positivé en transformant le bien-être au travail, parce qu'il y a une vraie communauté d'intérêt entre le bien-être et l'efficacité économique. Nous avons construit notre réflexion sur la base d'auditions. Bien, les auditions qui ont été les moins enrichissantes, qui ont le moins contribué à notre réflexion, à la construction de notre réflexion, ont été les réflexions des syndicats et des patronats. Et pourquoi? Parce que chacun était dans une posture. Il n'y a pas plus d'imbéciles dans les syndicats et le patronat que dans les entreprises. Mais ils sont dans une posture, ils lisent un texte, il n'y a pas de dialogue. Et je crois que c'est souvent le cas. Et pour moi, la modernisation du dialogue social doit être une priorité et quelque part être une priorité pour le progrès et pour une meilleure compétitivité de nos entreprises. Bon, d'abord, je pense qu'on a notre propre génie et qu'on n'a pas besoin de modèle. Mais ceci étant, on peut s'inspirer des choses bien qui sont faites par ailleurs. Le fait syndical est reconnu en Allemagne. Nous, on le reconnaît moins. Regardez les statistiques des entreprises de 9 et 49 personnes. C'est que quelque part, on le refuse. Et donc la révolution culturelle, elle doit aussi être chez les patrons. Absolument, absolument. Et moi, je ne parle pas en termes de gentil ou de pas gentil. Pour revenir, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord ou qu'on prenne conscience que quelque part, le dialogue social est un énorme outil de progrès.
et de compétitivité. Et que nous, actuellement, nous sommes dans un archaïsme de ce dialogue social. Et prenez l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est évident que ce ne sont pas les effectifs qui comptent, mais les coûts salariaux pour le compte d'exploitation d'une entreprise. Je dis bien pour le compte d'exploitation d'une entreprise. Comment se fait-il qu'on n'a pas encore compris? C'est parce que quelque part, le dialogue est en dysfonctionnement et qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue. Le problème du dialogue social, des relations sociales, est très mal connu des Français, en fait. Vraiment, c'est un sujet qui intéresse malheureusement assez peu, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, qui n'est pas enseigné dans nos universités, dans nos écoles. Et donc, nous avons, Français, citoyens, une image très, très floue de ce domaine. À tel point, par exemple, que lorsque nous avions écrit un ouvrage avec donc André Zilberberg sur les réformes du président Sarkozy, cet ouvrage couvrait le thème de la négociation collective et de la loi de 2008. Et un magazine économique, dont je ne citerai pas le nom, a repris quelques chapitres. Et moi, je tenais beaucoup à ce chapitre sur le dialogue social. Et le rédacteur en chef m'a dit « Mais le dialogue social n'intéresse personne en France, ça ne se vend pas ». Et je pense que c'est un vrai problème. Et de ce point de vue-là, ce rapport me semble bienvenu. J'étais vraiment très content de participer à ces travaux, parce que je crois que, comme nous tous, mais comme toutes les personnes qui ont participé à ce rapport, ça peut sembler étonnant pour des économistes, dont je fais partie, nous sommes persuadés que des syndicats puissants ont un rôle à jouer pour favoriser non seulement améliorer les conditions de travail, diminuer les inégalités, mais aussi pour l'efficacité économique. Les syndicats, normalement, sont près du terrain, ont une communauté d'intérêt avec les chefs d'entreprise. L'objectif premier, c'est la survie de l'entreprise, le développement des entreprises pour l'enrichissement des emplois, et les salariés doivent y participer et peuvent y participer grâce à leur action à travers les syndicats. Et on a parlé de l'Allemagne, mais les pays scandinaves font aussi partie de ces pays qui semblent avoir trouvé la recette pour développer le syndicalisme, un syndicalisme constructif. Or, en France, il est vrai que le taux de syndicalisme était de 30% dans l'après-guerre, il est aujourd'hui à moins de 8%, dans le secteur privé beaucoup plus faible. On assiste à un déclin qui semble irrémédiable et qui pourtant, effectivement, au regard de ce qui se passe à l'étranger, n'est pas une fatalité. Le taux de syndicalisation ne baisse pas partout, notamment dans les pays scandinaves, il ne diminue pas. Alors pourquoi? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça diminue chez nous et pas dans d'autres pays. D'une certaine manière, le monde est une sorte de laboratoire social qu'on peut explorer, même si on ne cherche pas nécessairement à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, il y a énormément de travaux sur ces thèmes qui sont menés par des personnes qui utilisent des séries statistiques qui existent sur les taux de syndicalisation, sur d'autres caractéristiques des différents pays. Et je pense qu'il y a trois éléments qui permettent de comprendre. Il y a trois éléments qui caractérisent des syndicats puissants, qui animent un dialogue social qui semble être constructif, comme l'a rappelé François Chérec. Les pays qui ont des taux de syndicalisation élevés en Europe sont des pays dans lesquels il y a une grande satisfaction au travail, un bon développement économique, de bonnes performances économiques. Et donc, ce qui caractérise ces pays, c'est premièrement que les syndicats sont autonomes financièrement. Leurs ressources reposent beaucoup, essentiellement, sur leurs adhérents, sur les contributions de leurs adhérents, beaucoup plus que ce qui est le cas en France. Pour quelles raisons? C'est le deuxième point. Pour quelles raisons? C'est qu'effectivement, ces syndicats rendent des services. Ils rendent des services à leurs adhérents. Alors, ces services peuvent être de diverses natures. Dans beaucoup de pays, ces services sont liés au fait que l'assurance chômage est gérée par les syndicats, comme c'est le cas en France, mais avec une différence, c'est le fait qu'on n'est pas obligé d'être couvert par l'assurance chômage, et pour y adhérer, il faut se syndiquer. Donc c'est un choix. On m'entend plus? Oui. Pardon. La Finlande, en 1960, avait un taux de syndicalisation de 33%. En 1990, le taux de syndicalisation était passé à 85%. Donc, dans certains pays, les taux de syndicalisation augmentent énormément. Ils ont augmenté, c'est lié à une grosse industrialisation de la Finlande. C'est lié aussi, paradoxalement, à la montée du chômage dans ce pays, puisque le chômage prenait plus d'importance. Il y avait une incitation à adhérer à l'assurance chômage et donc à adhérer au syndicat. Et en 92 est apparu un fonds indépendant qui a offert une assurance chômage indépendamment des
syndicats. Et là, le taux de syndicalisation chute de manière régulière depuis que ce fonds est apparu. Donc ça souligne bien le fait que lorsque les syndicats rendent des services qui peuvent être liés à l'assurance chômage, mais qui peuvent être des services liés à la formation professionnelle, au fait aussi que le fait de bénéficier de certains accords collectifs est réservé pour partie plus ou moins importante aux adhérents, tous ces éléments, et ce sont ces éléments fondamentalement qui permettent au syndicalisme de vivre et de construire un dialogue social qui soit constructif. Et dernière caractéristique, donc première caractéristique, l'autonomie financière qui s'appuie sur le fait que les syndicats rendent des services. Et troisième caractéristique qui est vraiment très importante aussi, que nous avons déjà souligné, c'est le fait que l'État laisse de l'espace social, de l'espace au dialogue social. Il y a des exemples très simples, par exemple le salaire minimum. Nous en avons déjà parlé ensemble plusieurs fois avec François Chérec. Le salaire minimum, en France, vous avez un salaire minimum légal. Lorsqu'on ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières, on a l'impression que le salaire minimum légal existe partout. Par exemple, il existe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un salaire minimum légal qui augmente d'ailleurs considérablement depuis quelques années. Or, dans les pays dans lesquels il y a un syndicalisme fort, l'Allemagne, les pays scandinaves, il n'y a pas de salaire minimum légal et les syndicats sont très opposés à l'institution d'un salaire minimum légal parce que c'est empiéter sur leur domaine de négociation. Donc on voit bien que, c'est un exemple parmi d'autres, c'est peut-être l'exemple le plus clair et le plus simple à comprendre. Et effectivement, en France, nous sommes dans une situation où, nous l'avons souligné, l'État légifère non seulement sur le salaire minimum, mais dans énormément de domaines. Il y a très peu de place pour la négociation collective. Donc, je crois que c'est... Quelles que soient les propositions qui sont mises en œuvre, je pense que ce sont ces objectifs qu'il faut viser. Il faut essayer de trouver des propositions qui permettent d'atteindre ces objectifs, l'autonomie, le fait de rendre des services d'une manière ou d'une autre, et le fait de laisser de l'espace au dialogue social. Et de ce point de vue, il est vrai que la loi de 2008 a peut changer la donne dans ce domaine. Et sur ce point, j'aurais voulu poser une question à François Chérec. Est-ce que le nombre d'adhérents a augmenté de manière significative depuis 2008 ? Est-ce qu'on a l'impression que vraiment nous sommes dans une nouvelle phase où le syndicalisme a un nouveau visage ? Oui, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, 2008, la loi, c'est sur la légitimité des organisations syndicales par les élections de représentativité. La fin des élections de représentativité, c'est 2013. Donc, attention, et c'est là que je disais tout à l'heure, on veut le résultat d'une loi avant même qu'elle ait fini de s'appliquer. Donc, 2013, il va y avoir quels sont les syndicats représentatifs au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, au niveau des entreprises. Donc, on est en plein au milieu. Mais par rapport au nombre d'adhérents, la CFDT entre 1988 et aujourd'hui, globalement, n'a pas perdu d'adhérents. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'à part des pertes d'adhérents en 2004-2005, qui étaient dues après la réforme des retraites à la CFDT, par rapport au chiffre d'adhérents de 1988, nous avons 2 fois plus d'adhérents qu'en 1988. Ça aussi, c'est très peu connu. Mais comme il y a suspicion de mensonges sur le nombre d'adhérents, et qu'il y a des chercheurs, d'ailleurs, qui sont cités dans le rapport, qui n'ont aucune preuve et qui annoncent des chiffres qui sont même inférieur au fichier national de la CFDT, je crois qu'il y a cet élément, c'est-à-dire que la syndicalisation à la CFDT, elle augmente. Globalement, tous syndicats confondus, elle diminue parce qu'elle diminue surtout dans les syndicats de la fonction publique. Hein, et là, le développement de la CFDT en termes de syndicalisation depuis 1988 se fait dans le privé et dans les petites et moyennes entreprises. Donc voilà, c'est un élément. Mais l'effet de 2008, c'est un peu trop tôt encore. Je vais séparer ce qui est de l'ordre du système français et le jeu des acteurs. Je dirais que, pour être positif, avec le système, on va être gentil, particulier qu'on a en France, je trouve que les acteurs se débrouillent bien. Et donc le système D, le génie français, là, trouve son pleine expression. Parce que le système français, je vais prendre 2 exemples, ne favorise pas le dialogue. C'est-à-dire que, d'abord, une minorité peut bloquer ou une minorité peut débloquer. C'est-à-dire que le sport des relations sociales et syndicales peut se tourner en dehors finalement du jeu économique bien sûr et du jeu des salariés. C'est possible. Heureusement, ce n'est pas le cas tous les jours puisque les acteurs sont plus intelligents que ça. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'adhérents puisque tout le monde le sait quelque part. Ce n'est pas la peine d'aller s'amuser à être un acteur quand on n'a pas le pouvoir de changer les choses.
Et le deuxième exemple, et Henri Lachmann l'a cité, que je donnerai, c'est sur la nature des contrats. C'est quand même très français, cette idée de CDI, CDD, qui bloque le système complètement. C'est une des raisons du chômage des jeunes, mais ça c'est un autre débat, je ne vais pas insister dessus, mais c'est un exemple quand même qui est de dire qu'avec le système a comme ça une quinzaine de défauts majeurs qui fait qu'on plie les Gaules et on peut rien. À la limite, il vaut mieux commencer par un conflit, puis après. Heureusement, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Puisqu'il y a ce génie qui a été mentionné français, et les partenaires sociaux essayent, avec cette carence du système, de se débrouiller. Alors on se débrouille comment? On se débrouille avec les avocats aussi, puisque là, depuis un certain temps, les avocats se multiplient le soutien des deux côtés d'ailleurs, avec des accords de méthode. C'est à la mode, heureusement que ça existe. C'est-à-dire que, dit très directement, puisque le système ne favorise pas des solutions pragmatiques pour les salariés comme pour l'entreprise, eh bien, on en invente un en parallèle du jeu syndical, quelque part. Et heureusement que ça existe. On fait des accords de méthode sécurisés par des avocats pour être intelligents. Et les acteurs, d'ailleurs, sont obligés presque d'avoir deux systèmes. Hein, je le dis clairement, peut-être c'est plus facile pour moi de le dire, mais il y a un système on et un système off. En on, on n'est pas très intelligent. Il y a même un jeu d'acteurs, je dirais, en séance. Et heureusement, en off, on l'est beaucoup plus. Et en off, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, malgré ces contraintes du système, on va trouver un accord de méthode qui va permettre quand même d'être intelligent. Et ça aboutit, pour être assez concret, moi je l'ai vécu, je prends cet exemple de possibilité d'organiser des départs volontaires. Vous savez qu'en France, si on n'a pas de problème économique, une entreprise peut difficilement, finalement, lancer un plan de départ. Ça aussi, c'est très français, comme s'il fallait que l'entreprise aille mal pour qu'on ait le droit de créer de la souplesse, ce qui est complètement fou, parce que c'est ça qui crée le chômage. Passons. Heureusement, les partenaires sociaux le savent, en tout cas les moins extrémistes, et se disent, bon ok, puisqu'on ne peut pas invoquer le licenciement économique, on va trouver d'autres systèmes pour alimenter un départ volontaire, mais un départ volontaire intelligent. Et je prends l'exemple simple où on a signé avec les partenaires sociaux, au moment du rapprochement, je prends l'exemple des SFR avec 9CGTEL, un système où on a mis en place une commission paritaire où finalement pouvaient partir de l'entreprise, pas seulement ceux qui étaient volontaires, mais ceux qui avaient trouvé un emploi ou qui pouvaient prouver que finalement la qualification ou la formation qu'ils allaient avoir leur permettait de rebondir. Donc on en est bien dans quelque chose à l'endroit, c'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas avec des chèques, on se dit, entre partenaires sociaux, oui, cette personne, on va l'accompagner, même s'il n'y a pas de problème économique pour l'entreprise, parce qu'on va faire un deal où on va l'accompagner vers l'emploi. Je donne cet exemple-là, et j'en ai plein d'autres, hein, je peux vous les sortir de ma manche quand vous voulez, mais heureusement, c'est pour ça que je ne suis pas complètement pessimiste, qu'on arrive à s'arranger. C'est quand même très dommage et que tout ça, ça ne se fasse pas au grand jour et qu'on ne réforme pas une bonne fois pour toutes, effectivement, avec une intelligence de proximité que le système intègre, et on pourrait, de manière beaucoup plus ouverte, réussir à faire des accords intelligents en sortant d'un manichéisme sacro-saint qui est l'opposition entre CDI qui est très bien et tout le reste qui est très mal, entre on n'a pas le droit de partir de la société si l'entreprise va bien, tout un tas d'inepties qui empêchent finalement cette souplesse qui garantit la croissance économique et le bien-être social. Donc là je suis peut-être un peu direct, mais je pense que c'est pas mal aussi pour le débat. J'ai pris de manière exprès des exemples très, très précis, j'en ai d'autres, mais voilà, les acteurs sont intelligents, le système l'est beaucoup moins, pour simplifier mon discours. Il ne s'agit pas de développer les incitations à l'adhésion, ça c'est une résultante pour moi. C'est-à-dire qu'on aura réussi quand ça sera la preuve de la réussite. Il ne faut pas commencer par artificiellement changer le système, favoriser les adhésions, ça ne changera rien. Donc maintenant pour répondre à votre question, oui effectivement, si on crée une sorte de primauté à l'intelligence de proximité, avec un encadrement quand même, c'est pour ça que je suis assez d'accord sur le caractère stratégique et avec des bornes à définir, il ne faut pas non plus imaginer n'importe quoi, mais un cadre beaucoup plus large, donc on aurait moins besoin de faire un recours et laisser effectivement au niveau d'entreprise des possibilités de discussion. Ça c'est pour répondre à votre question, et plus largement au niveau national, vraiment si on trouvait une alternative à ce CDI, CDD, il faut ni supprimer les CDI ni les CDD, il faut créer ce que tout le monde fait ailleurs d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas de nature à opposer l'un à l'autre, ça va déjà débloquer pas mal de choses, et puis après, arrêter avec ce système très défensif français de dire on ne peut changer les choses que si ça va mal. On sait très bien que ce soit au niveau personnel, au niveau collectif,
Au contraire, c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Quand ça va mal, effectivement, chacun est dans une position de défense, et c'est tout à fait logique. Moi, je dirais que c'est les deux principaux points que je mettrai en avant.